C'est vrai que s'il y a 10 ans, on avait parlé d'empowerment, si on avait parlé de stratégie de vie, si on avait parlé du droit de la personne à choisir, à décider, y compris à refuser, si on avait parlé de la nouvelle écoute que les professionnels sont aujourd'hui amenés à développer avec non seulement de l'empathie, mais le soutien à la personne et la capacité de comprendre que la personne sait à son savoir, à son expérience, à son expertise. Si on avait parlé de tout ça il y a 10 ans, ça aurait paru assez invraisemblable. Tout ça pour dire aux plus récalcitrants et aux plus dubitatifs que les choses évoluent, et elles évoluent très favorablement. Et si vous regardez même les premières universités d'été, entre les tonalités de l'annonce de la maladie il y a 7-8 ans et aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. Et si elles ont été faites, c'est un peu grâce à des personnes qui, comme vous, êtes sur le terrain et militent au quotidien. Donc ne soyez pas désespérés, je pense qu'il y a encore des ouvertures qui vont être apportées. Alors je serais tenté de vous donner la parole à vous. Jean Verapou, vous voyez sur le programme, est une personne investie, engagée, et c'est une personne directement affectée par la maladie. Et j'ai eu la chance de discuter avec vous qu'à un regard en profondeur. Donc, je vous donne la parole, et puis ensuite, les uns et les autres vont apporter leur réaction. Bon, donc, je me présente, je suis parkinsonien, comme vous avez pu le constater, mais je voudrais démarrer par le fait que je suis porteur d'autres maladies chroniques. Donc, en particulier, je suis diabétique. Bon, je suis diabétique insulinodépendant depuis que j'ai subi un traitement pour ma maladie, une autre maladie chronique qui s'appelle le cancer, puisque j'ai aussi un lymphome folliculaire dont je suis en rémission. Et puis, par-dessus tout ça, donc j'ai une maladie de Parkinson. Cette maladie, le diagnostic, l'annonce a été faite en 2007, en même temps que l'annonce du cancer. Ceci dit, je suis là et j'essaie d'être un malade bien portant, c'est-à-dire portant bien ma pathologie et essayant de vivre en tant que malade le mieux possible, et c'est possible. Je connais bien cette maladie de Parkinson parce que également, je finis la présentation, mon père avait une maladie de Parkinson qui a été diagnostiquée à 45 ans et mon épouse a été diagnostiquée également Parkinson il y a de ça 6 mois. C'est peut-être par solidarité, mais on aurait peut-être évité cette situation. Ceci dit, je vais vous poser une devinette, à vous la salle. J'ai donc 3 maladies chroniques, dont une évolutive. Il y en a une que je qualifie de vicieuse. Il y en a une que je qualifie de méchante. Et il y en a une que je qualifie de violente. Parce que leur vécu correspond à ces qualificatifs. Alors, la maladie vicieuse, c'est laquelle d'après vous? C'est le diabète, exact, parce qu'elle fait son ravage en silence, de façon tout à fait insidieuse. La maladie violente, le cancer, ça passe ou ça casse. Et je suis présent ici, en rémission, totale mais aléatoire, on n'est jamais à l'abri d'une rechute, grâce à l'immunothérapie, donc grâce à la science. Et la maladie violente, c'est Parkinson. L'annonce Parkinson est d'autant plus violente qu'on connaît la maladie parce que l'on sait, à partir du moment où on est diagnostiqué, que l'on va assister jusqu'au bout à sa propre déchéance. Donc, si l'on ne réagit pas, on sombre dans la tragédie. Et sachant quel était mon avenir, j'ai pris, bon, il y a le parti d'en pleurer, moi j'ai pris le parti d'en rire, c'est-à-dire comme pour revenir aux propos qui ont été donnés ce matin, à l'humour et à la comédie, parce que c'est la seule façon de vivre et de positiver l'action.
Et mon épouse, quand elle a été diagnostiquée, a eu une parole fantastique. Elle m'a dit, mais au bout d'un certain temps de digestion et de réflexion quand même, maintenant que je connais mon avenir, je veux vivre intensément l'instant présent. Et donc, à partir de là, je dois rendre hommage aux personnes et à l'équipe soignante qui nous accompagne dans cette maladie. Et en particulier, je sais que sa modestie va en souffrir, mais au professeur Tison qui est là présent et qui dirige l'Institut des maladies neurodégénératives, qui a tout de suite compris mon désir de vivre la maladie et son futur comme sujet et non comme objet. Quand on revient au sens des mots et à leur définition, de passer d'objet à sujet veut dire qu'on va pouvoir conjuguer son présent, conjuguer son avenir. Et c'est toute une façon différente de voir les choses. Conjuguer son avenir, c'est avoir un parcours de soins, mais pas un parcours standardisé. Parce que les parcours de soins tels qu'ils sont définis par la Haute Autorité de Santé, ils existent, mais je ne connais pas beaucoup, sinon pas du tout, de médecins généralistes qui les aient lus. Et le parcours de soins est un excellent référentiel, mais je pense personnellement qu'il mérite d'être individualisé. Individualisé en fonction de la personne, en fonction de son entourage, en fonction de ses aidants, en fonction de l'équipe médicale qui peut ou pas être mobilisée, et en fonction des activités qui peuvent ou pas être pratiquées, en particulier les médecines complémentaires qui peuvent être mises en œuvre. Parce que tout va dépendre. Faire de la méditation, ça peut être très bien, mais s'il n'y a personne dans l'entourage qui peut faire pratiquer ça, c'est illusoire d'y penser. Par contre, on parle beaucoup du tango chez les parkinsoniens, pourquoi pas, hein? Donc, individualiser le parcours de soins, ça nécessiterait, à mon sens, et c'est une proposition que je vous fais, c'est d'imaginer un coaching de ce parcours de soins qui serait en mesure de définir par rapport aux médecines complémentaires qui sont répertoriées dans ce parcours, celles qui pourraient être ou pas prise en charge. Parce que c'est le grand problème. On définit dans le parcours de soins des médecines complémentaires, mais quid de la prise en charge? Par contre, effectivement, moi j'en connais qui abusent peut-être de certaines choses. Et donc, avoir un coach qui serait modérateur aussi de la consommation médicale pourrait être un bon souhait. Ça, on pourra en reparler lors des forums. Merci Jean-Bernard Pont. On peut l'applaudir, le remercier. Alors, dès le jour de l'annonce d'un diagnostic de maladie neuroévolutive, la personne et ses plus proches, on l'a vu déjà ce matin, basculent dans une autre temporalité qui leur intime d'intégrer l'inacceptable. Il existe un avant et un après l'annonce. La réalité qui est énoncée par le corps médical, même si elle avait été anticipée, provoque un séisme interne, une déflagration, face à laquelle il s'agit de résister et, si possible, de s'adapter. Donc l'appareil psychique et cognitif de la personne qui vit la maladie, de son proche, va devoir réagir aux multiples dangers qui menacent identité et intégrité. Chaque individu va alors mettre en place un ou plusieurs mécanismes de défense qui, comme leur nom l'indique, vont servir à protéger tout d'abord la conscience des émotions douloureuses, voire inacceptables, qui surgissent à partir de ce moment-là, avec pour objectif la réduction de tensions psychiques intenses.
Donc les mécanismes de défense sont ainsi mis en place pour protéger la cohésion de l'appareil psychique et faciliter l'adaptation au monde externe. On va dans ces figures-là distinguer donc des mécanismes de défense qui visent la réduction de la tension pulsionnelle et de l'angoisse qui en résulte, et des mécanismes de dégagement des conflits internes du sujet pour s'adapter justement à cette situation nouvelle, à l'apparition donc de la maladie et son installation. Alors bien évidemment, à l'intérieur d'une même famille, tout entière, impactée à ce moment-là, chaque membre va réagir avec les ressources qui sont les siennes, parfois de façon très différente, voire opposée. Il peut être mis en place, par exemple, des mécanismes qui peuvent aller d'une réaction de déni à une fuite en avant, en passant par une banalisation de ce qui se passe ou par une projection agressive. Ce qui, bien entendu, ne va pas faciliter ni la communication intrafamiliale, ni le co-soutien mutuel, en tout cas dans ces premiers temps après l'annonce diagnostique. Donc les mécanismes de défense peuvent être ainsi dirigés vers la réalité extérieure et la lutte contre le stress, comme par exemple le déni, alors que les processus de maîtrise peuvent servir à gérer les problèmes internes et les conflits émotionnels, comme dans les processus de clivage. Alors, tout ça sont des mots. Je reçois moins régulièrement Élie, qui a 68 ans, tous les 15 jours à peu près, et qui me rappelle à chaque séance qu'il sait qu'il a la maladie d'Alzheimer, mais qu'il ne veut pas en entendre parler. Il me dit toujours, moi, la maladie, je l'ai mise là. Et je fais comme si elle n'existait pas, je ne veux pas être emmerdé. Et quand je lui demande comment il se sent, il répond invariablement que tout va bene. Il explique toutefois, surtout quand on ne lui demande pas comment ça va, spontanément à quel point tout cela l'oblige malgré tout à opérer un contrôle permanent sur lui-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Je ne suis pas un égaré, répète-t-il régulièrement lors des entretiens, mais aussi à son entourage, comme pour s'en convaincre lui-même. On voit bien là comment Élie met en place un système un processus de clivage du moi, avec une partie de son moi qui sait qu'il a la maladie et qui peut dire à quel point c'est une maladie terrible, et de l'autre, une partie qui rejette cette réalité et n'en veut pas. C'est un mécanisme de défense qui lui permet de maîtriser son angoisse à partir du moment où on ne le confronte pas à certains éléments du réel. Par exemple, il a été essayé de proposer à Élie un accueil de jour, et ça a été une véritable catastrophe, un échec, la confrontation aux autres personnes malades ne lui ayant pas permis de tenir à distance son angoisse. Par contre, le face-à-face avec un intervenant professionnel venu de l'ESA, lui, s'est très bien passé. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que parallèlement aux mécanismes de défense, des processus dits de coping se mettent en place, coexistent et peuvent même apparaître comme complémentaires des mécanismes de défense. Processus de coping qui se traduit de l'anglais par l'idée de faire face, de stratégies d'ajustement, d'adaptation, qui sont toutes ces réponses cognitives ou comportementales que le sujet utilise délibérément et consciemment pour faire face à un danger, à un problème externe. On voit bien que les fonctions des mécanismes de défense comme les processus de coping se recoupent largement, tous deux visant d'une part la régulation des affects et d'autre part l'homéostasie, c'est-à-dire la recherche d'un équilibre interne en restaurant un niveau confortable de fonctionnement psychique. Par exemple, s'impliquer dans des activités est un moyen que Nicole, Jérôme, Gérald, des participants à un groupe d'échange que nous proposons, décrivent comme très utile pour eux pour faire face et maintenir un niveau de tension acceptable. Nicole qui dit remplir son cerveau pour ne pas penser à la maladie, faire des activités qui font plaisir. Ou encore Jérôme qui nous dit quand je fais du sport, je ne pense plus à la maladie, je me sens tellement bien. Je suis même devenu plus compétent qu'avant. En tout cas, dans tous les cas, il s'agit de respecter les moyens mis en œuvre par chacun pour appréhender le réel, canaliser l'angoisse qu'il suscite et considérer que dans de nombreuses situations, ces mécanismes vont évoluer, s'assouplir progressivement pour arriver à une position moins défensive qui pourra devenir adaptative vers une meilleure acceptation de la situation et permettre alors les processus de résilience, de rétablissement des équilibres.
Pour cela, il est nécessaire, absolument nécessaire, de croire aux ressources internes disponibles chez chaque personne, même si celle-ci est affectée d'une maladie qui touche sa cognition. Il n'est plus possible de considérer qu'elle échappe à toute conscience et qu'elle n'a comme destin que celui de se retirer progressivement de sa position de sujet, de s'abandonner totalement aux décisions pour son bien des professionnels et des familiaux qui l'entourent. J'ai reçu récemment Ludovic, qui a 53 ans, qui m'est adressé par sa neurologue à la suite de l'annonce diagnostique. Je le rencontre une fois. Il m'écrit par mail quelques jours après notre premier entretien « Soyez assurés que, quelle que soit ma décision quant à la suite à donner à cette cohabitation avec ce qui semble être la maladie d'Alzheimer, votre écoute, votre délicatesse, mais aussi votre honnêteté contribueront un peu plus à me permettre de la prendre en toute conscience. » On voit bien à quel point il est primordial d'offrir un espace où déposer l'irrecevable, favoriser la parole de la personne sur ce qu'elle vit et traverse pour qu'elle puisse élaborer une pensée autour de ce qu'elle vit. Une parole certes souvent contenue, douloureuse, qui nomme les pertes, les renoncements, les peurs, mais qui, en se libérant, en se partageant, devient un peu moins dramatique, on en a parlé tout à l'heure, un peu moins envahissante, et laisse certainement un espace pour envisager une vie avec la maladie qui préserve malgré tout des espaces de possible et de réalisation de soi. C'est Jacques Lacan qui nous dit que quand l'homme ne parle plus, il est parlé. Et c'est bien souvent le risque des personnes vivant une maladie neuro-évolutive qui portent la honte de leur maladie et finissent par se taire. En témoigne cet échange entre plusieurs personnes lors d'un programme, là aussi proposé en groupe. Je cite « L'ennui, le risque, c'est un relatif isolement. La manière dont le mot Alzheimer est perçu est ravageur. Tout de suite, il y a une sorte de peur de dire la chose, un retrait de la part des autres comme si nous étions des pestiférés. Cela présente un danger, notamment par rapport à l'accès à une vie sociale. Une coupure se fait. Et encore, il y a un travail à faire sur les mentalités, car cela a une répercussion énorme sur la personne malade. Cela entraîne chez elle de la peur et parfois même de la honte. Et enfin, changer le regard est aussi indispensable que tout traitement. Mais comment alors accompagner le cheminement de chacun, celui qui vit la maladie, son plus proche et les membres plus éloignés, sans se laisser gagner nous-mêmes par nos propres angoisses, nos propres projections, sans se laisser abattre parfois par notre sentiment d'impuissance. Que dire par exemple à Brigitte, 62 ans, que je rencontre chaque semaine en entretien de soutien, quand elle me demande ce qu'elle va devenir, le visage crispé par l'angoisse, elle qui sait si bien comment sa mère a terminé sa vie affectée de la même maladie. Quoi lui répondre si c'est de ne lui assurer que toujours et jusqu'au bout, nous serons à ses côtés. Nous devons parfois nous-mêmes dénier l'aspect évolutif de la maladie pour soutenir les forces de vie au présent, développer, et c'est dans le titre de l'université d'été, développer une clinique du présent qui puisse envisager l'avenir, certes, mais à travers des propositions d'anticipation adaptative qui tiennent compte de ce qui est intégrable pour la personne et pas d'anticipation anxieuse qui, certes, protège et sécurise, surtout celui qui est en face. La clinique quotidienne et le développement de ces suivis de soutien de personnes vivant la maladie nous encouragent ainsi à penser de nouveaux espaces permettant l'expression de l'expérience vécue. Des programmes de type éducation thérapeutique du patient commencent à voir le jour pour les personnes vivant la chronicité d'une maladie neuroévolutive. De très rares expériences commencent à se mettre en place pour la maladie d'Alzheimer. Et actuellement, France Alzheimer, nous expérimentons un programme de ce type proposé à des personnes au début de leur maladie, leur permettant d'échanger entre pairs, de développer des compétences psychosociales et de se co-soutenir. Des espaces en dehors de la présence de leurs proches qui renforcent considérablement l'estime de soi. Une autre proposition aussi qui est actuellement expérimentée par une de nos associations, un dispositif baptisé GPS, groupe de pairs soutien, mais évidemment dont l'acronyme indique aussi comment ce dispositif
se veut permettre aux personnes de cheminer dans la direction qu'elles auront choisie en s'appuyant les unes sur les autres. Ce dispositif s'inspire d'ailleurs de la modélisation du groupe d'entraide mutuelle qui existe dans le champ du handicap psychique depuis déjà de nombreuses années. L'objectif du GPS n'est donc pas d'accueillir dans le sens de garder, prendre en soin les personnes malades pour que les proches puissent souffler, mais de permettre aux personnes qui se retrouvent d'être à nouveau actrices de leur vie, porteuses d'envie et de projets. Il s'agit de leur permettre de retrouver une place, de reprendre confiance en elles, de nourrir leur sentiment d'efficacité personnelle. Et pour terminer, je citerai là encore quelques retours à la suite de ces premières expérimentations des personnes qui en ont bénéficié et qui montrent bien à quel point l'importance de la paire aidance, comment entre nous pouvons nous co-soutenir et comment parfois nous pouvons, et souvent, nous déplacer d'une position d'aidé à une position d'aidant, peut-être même devenir l'aidant de son propre aidant. Moi, j'ai eu des ateliers où on évoquait ensemble comment aider son conjoint à vivre la situation et quelles stratégies on pouvait mettre en place pour ça. Voilà, juste quelques mots de Nicole pour terminer, à la suite de ces programmes. Elle dit « Au fur et à mesure des rencontres, cela marchait mieux. On se regardait plus facilement, on plaisantait plus facilement. Brigitte a changé entre le début et la fin, elle pleurait moins. Mon cerveau s'est mis à se réveiller. J'ai maintenant envie d'aider d'autres personnes malades, leur proposer des choses qui peuvent leur faire plaisir. Après les ateliers, j'ai retrouvé une nouvelle énergie. J'ai Alzheimer, mais j'oublie Alzheimer. L'oublier, c'est s'ouvrir à autre chose. Cela veut dire parler à d'autres personnes qui ont la même chose. » Merci. Merci à Judith de rayonner comme elle le fait. Et merci à France Alzheimer aussi de nous apporter tant au niveau des pratiques, de l'engagement quotidien, mais aussi de la réflexion pour laquelle tu es un précieux soutien. On a dans la salle des gens de Médéric Alzheimer et on aura Fabrice Zil qui va intervenir demain comme conférencier. Et on sait à quel point on a besoin de réflexion. Tout à l'heure, Léo le disait, on a besoin d'action, mais on a besoin aussi de réfléchir à l'action, au sens de l'action. Et tu parlais finalement de l'anticipation, de la clinique de l'anticipation. À l'Espace Éthique, l'équipe de recherche travaille sur l'éthique de l'anticipation. Et c'est vrai aujourd'hui où on nous assène l'obligation, comme si c'était véritablement un devoir de tout anticiper. Directive anticipée, par exemple, on peut se dire que le discernement, l'esprit critique, la prudence pourrait consister aussi à ne pas tout anticiper. Pour autant, et c'était une des citations que tu as faites d'un entretien avec une dame, qu'on puisse faire confiance en l'autre. C'est vrai que le déni d'anticipation, cette difficulté ou ce devoir à tout anticiper, c'est aussi la difficulté de comprendre que notre société peut être moins solidaire, moins en capacité d'accueillir l'autre en situation de vulnérabilité, de telle sorte que quelquefois l'anticipation équivaut à dire quand ça sera plus possible, on arrête tout. Donc c'est vraiment des enjeux importants, politiques, mais également qui renvoient à l'éthique d'une société et d'une démocratie. Je faisais juste la jonction pour permettre à Cyril de nous éclairer. Alors vous allez voir, Cyril, il est véritablement le zébulon de la pensée dans le domaine de l'Alzheimer. Et c'est intéressant parce que ton approche, c'est aussi une approche disons, plus institutionnelle à travers tes responsabilités de pilote de Maya. Voilà, tu as la parole. J'ai commencé l'année dernière par des remerciements et je vous ferai grâce cette année des mêmes remerciements. J'avais cité 74 acronymes à l'époque. Tu viens de dire GPS, donc j'en rajoute 25. Et comme j'avais déjà pas tout dit l'année dernière, ça porte la somme totale à 178 acronymes qui sont à chaque fois des institutions, des professions, des systèmes, des organismes, des environnements différents, mais qui ont tous à voir avec les personnes âgées, la perte d'autonomie, qui est le champ des pilotes Maya. Chacun a un rôle dans la représentation des universités d'été. En général, moi, je gueule et donc je vais pas déroger à cette règle. J'en ai marre parce que j'entends parler de parcours depuis longtemps, mais aujourd'hui avec une force au niveau des institutions qui est incroyablement perceptible. Par exemple, au niveau national vient de se créer le COP, nouvel acronyme de cette année, le Comité opérationnel des parcours.
Merci de réagir comme ça. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France vient de créer un poste qui s'intitule « Chargé de mission à la convergence des dispositifs d'appui à la coordination ». Ouais, on peut les applaudir. Ouais. Voilà, on en est là. Alors bien sûr, partant de là, le patient, ce que vient de dire Judith, est à des milliers de kilomètres de tout ça. C'est peut-être le haut du panier dans l'organisation et dans les difficultés qu'on a, nous, à travailler sur le parcours, l'organisation du parcours, la mise en cohérence des rythmes, des temps, des professionnels, des familles, des personnes malades. Au niveau clinique, ça se passe très bien et vous êtes des professionnels cliniciens et vous savez que vous pouvez travailler avec des gens et vous adapter. Et ces gens eux-mêmes vont s'adapter. Et on va, comme ça, en bricolant et en individualisant la prise en charge, réussir certaines choses. Au niveau collectif, je vous annonce ce que je vois et ce que je pressens. Nous sommes à l'aube d'un financement par parcours et par parcours standardisé, c'est-à-dire bien loin de ce que Léo Coutelec a pu nous dire sur l'éthique du rythme. Je pense, moi, personnellement, que dans quelques années, quand nous aurons une pathologie, nous rentrerons dans un parcours linéaire, standardisé, avec une estampille HAS, et que seuls ceux qui ont les moyens pourront financer un parcours qui serait un petit peu différent ou atypique. D'où l'importance de résister. Emmanuel parlait d'injonction, j'observe l'injonction à l'anticipation. Et en tant que pilote Maya, j'observe que l'anticipation est pour moi remplie de vertus. Pourquoi ? Parce qu'en gestion de cas, nous suivons des situations complexes et que les patients qui sont en situation complexe, si on remonte le fil des causes de la complexité de leur situation, on arrive finalement à s'apercevoir que le manque d'anticipation est une des causes fondamentales de leurs problématiques actuelles. Manque d'anticipation de la perte d'autonomie, mais surtout pour les malades qui ont des atteintes cognitives, manque d'anticipation des atteintes cognitives. C'est-à-dire que nous avons des gens qui sont considérés comme incapables de décider pour eux-mêmes et à qui on n'a jamais demandé d'anticiper cette question et à qui on n'a jamais, par exemple, demandé de remplir des directives anticipées, de désigner une personne de confiance ou de travailler sur ce qui pourrait leur permettre de dire quand j'en serai là, j'aurai envie de ça ou je n'aurai pas envie de ça. Donc pour moi, l'anticipation était une vertu, toujours. Et je travaille avec des juristes notamment sur comment promouvoir les mécanismes juridiques d'anticipation de la perte d'autonomie décisionnelle, par exemple. Et puis je me suis aperçu, Judith en parlait, qu'à un moment donné, le diagnostic pourrait être le début du moment où on commence à anticiper. L'annonce diagnostique. Michel Clanet l'a dit, Emmanuel l'a dit, on a fait des gros progrès dans l'annonce diagnostique, mais je ne suis pas d'accord, dans le territoire où je vis, que je ne citerai pas cette année, dans le territoire où je vis, 50% des gens ne sont jamais diagnostiqués. C'est-à-dire qu'ils arrivent en situation complexe avec des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes de prise en charge, des problèmes d'accompagnement, sans avoir jamais été diagnostiqués du tout. Et pour les 50% restants, 20 à 30% des autres sont diagnostiqués à tort ou à la légère. C'est-à-dire, il a des troubles cognitifs, il est malade d'Alzheimer. Surtout, n'allons pas chercher plus loin. En tout cas, donc déjà, je suis très loin de la réalité de Lyon, par exemple, où le professeur Crolac-Salmon fait un travail remarquable pour le repérage, l'anticipation et le repérage des troubles cognitifs et le travail autour du diagnostic. Moi, j'en suis très très loin. À partir du moment où on diagnostique, il y aurait la possibilité donc d'anticiper, de prévoir, de réfléchir. Quand j'en suis arrivé là dans ma réflexion, et comme je fais un peu d'éthique, je me suis dit, mais pourquoi faire ? Pourquoi anticiper ? Est-ce que moi, j'ai envie d'anticiper ? Est-ce que j'ai envie d'anticiper ce qui se passera dans ma vie dans 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans ? Ben non, pas tout. Moi, déjà, j'ai pas très envie de le faire. Est-ce que les patients ont envie de le faire ? Pas tous. Et avec une variabilité dans les réponses qui est extrêmement importante. Après, pourquoi anticiper, mais pour qui anticiper ? Et c'est là que j'ai dit et que j'affirme que ce n'est absolument pas pour les gens qu'il faut anticiper. C'est le système qui a besoin d'anticiper. C'est les réponses qu'on doit apporter qui ont besoin d'être anticipées. Nous devons
apporter des réponses standardisées, les mêmes pour tout le monde, mais qui soient prévues et prédictibles. J'emploie maintenant le terme de prédictibilité. Le système a besoin d'avoir l'assurance, la garantie que le parcours va se dérouler d'une certaine manière. Ce qui m'a fait réfléchir au parcours. Alors, parcours, Armelle nous en parlera dans le sens des mots demain. Pour moi, le parcours, c'est le parcours du combattant, c'est le parcours d'obstacles. Je reprends les mots de Jean-Pierre Toulet ce matin qui disait « On ne sait rien, on ne voit rien, on ne comprend rien ». Il disait ça quand on lui avec beaucoup d'émotion ce matin, quand on lui a donné le diagnostic, et après, on ne sait rien, on ne voit rien, on ne comprend rien. Oui, je pense que les gens ne savent rien, ne comprennent rien et ne voient rien. Rien des possibilités qu'ils ont, rien des gens qui peuvent les aider. France Alzheimer, par exemple, il faut accompagner les gens pour qu'ils puissent avoir accès à tout ça, qu'ils puissent décider s'ils veulent de l'aide ou de l'accompagnement ou non. Parcours, je me suis rappelé que dans le mot parcours, moi, quand j'étais petit, je faisais des parcours de santé. C'est drôle. Mais ça n'avait rien à voir avec ceux avec lesquels je travaille maintenant. Alors pour ceux qui s'en rappellent, je ne sais pas si on les appelle comme ça, c'était dans la forêt, un petit parcours, et il y avait, on s'arrêtait avec des choses pour faire de la gymnastique. Et je me rappelle que petit, j'adorais, c'est curieux, faire le parcours à l'envers. Ou alors, ah non, ça c'est pénible à faire, je passe à côté, et je prends un raccourci dans la forêt pour aller à l'obstacle suivant. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, le parcours, pour moi, le parcours idéal, c'est celui-là. Celui du rythme qui serait du rythme dont parlait Léo Koutelek, de l'adaptabilité nécessaire à chaque situation individuelle qui serait partagée par tous. Imaginez que dans une situation en gestion de cas, quand il y a 14 intervenants, ces 14 intervenants ont des contraintes, tous, liées à leur structure, à l'organisation, à leur financement, au temps qu'ils ont, aux soins, aux actes qu'ils doivent réaliser, à leurs responsabilités juridiques, bref. Voilà. 14 personnes qui arrivent avec un rythme, un temps, une durée très différente qu'il faut accorder dans un rythme commun, comme un chef d'orchestre. C'est une référence aux pilotes Maya qui sont censés être chefs d'orchestre sur les territoires. Mais qui garde la main? Qui garde la baguette pour accorder le rythme? Posez-vous la question dans les situations que vous voyez. Est-ce que c'est le patient qui garde cette baguette? Est-ce que c'est le patient en début de maladie qui peut affirmer des choses et garder cette baguette? Est-ce que c'est le patient jeune qui peut exprimer des besoins et des désirs et qui garde cette baguette? Qu'en est-il du patient qui rentre dans nos systèmes d'accompagnement et d'aide à 85 ans alors qu'il a vu quasiment personne? Comment lui peut garder un semblant de maîtrise du rythme? Je suis donc en colère, en fait, aujourd'hui, je ne le montre pas, mais je suis assez en colère parce que ce qui se profile va de plus en plus déposséder les gens qui ont des troubles cognitifs de leur capacité à organiser leur vie jusqu'au bout. Et je garderai une phrase qu'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Toulet, encore lui. J'aime bien citer les acteurs présents. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour faire face au quotidien. Merci. Merci à toi Cyril et merci à Jean-Pierre Toulet. Merci à la famille Toulet qui est ici présente avec Bernadette qui regarde avec beaucoup d'attention. On vous remercie tous deux d'avoir inspiré Cyril. Et s'il vous cite, c'est vraiment qu'il a pris en considération votre propos comme un propos important. On le reprendra, j'imagine, par la suite. Alors vous savez, dans la tribu Espace Éthique, MMD, on devrait dire maintenant MNE, on a le sage. C'est Jean-Luc qui nous accompagne, vous verrez, avec non seulement sa sagacité, mais aussi ses approfondissements. Alors pour certaines ou certains d'entre vous, vous avez vu qu'on a beaucoup abordé la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées. On a abordé, tout à l'heure je vous donnerai la parole pour conclure, la maladie de Parkinson. Mais c'est vrai que depuis qu'on avait été désigné en 2010, dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, on s'est rendu compte que c'était un vrai paradigme, c'est-à-dire c'est une maladie qui, dans ses extrêmes, pousse à une réflexion qui concerne aussi d'autres maladies, comme dans les années 70-80, il y a eu le sida, qui a provoqué toute une réflexion sur les maladies en général, et puis dans un autre angle d'approche, et je l'évoquais tout à l'heure, avec notamment Nadia Le Forestier, la sclérose latérale amyotrophique,
par son évolutivité rapide et l'incapacité quelquefois de faire face, comme quand on est à la mer ici et qu'on a une déferlante et qu'on ne sait pas exactement si on va y résister ou pas. Donc tous ces éléments pour dire que la maladie d'Alzheimer telle qu'elle a été, évoquée, peut être un modèle applicable à d'autres réalités, avec cette singularité aussi, c'est le long temps de la maladie. C'est-à-dire, quand on évoquait tout à l'heure la chronicité, c'est vrai qu'un des éléments à prendre en compte, puisqu'on nous parle beaucoup de l'instant présent, c'est un instant présent dans une durée qu'on ne doit pas amputer de son devenir. C'est-à-dire qu'il va falloir vivre, et ça a été dit par l'un et l'autre, avec des adaptations, des évolutions, mais également, et ça a été très très bien dit tout à l'heure par Alice Rivière, une créativité qui peut nous enrichir les uns les autres. Et c'est vrai que beaucoup de professionnels nous disent « pour rien, je renoncerai à mon activité professionnelle, même si elle est difficile, même si on manque de moyens, même si on manque entre guillemets de temps ». Et à travers l'exposé de Léo, on voit que la notion de manquer de temps n'a pas une grande signification, puisqu'on peut avoir des instants privilégiés, même si le temps est compté. On voit à quel point il y a quand même des enjeux d'humanité et des enjeux pour nous politiques à vivre ces instants et en parler et à donner audience à ce qui se vit dans le quotidien. Je te donne la parole, Jean-Luc. Je me sens perdu aujourd'hui parce que j'écoutais Judith et les gens ne le savent pas, mais j'ai succédé à Judith à Sainte-Périne il y a 20 ans. J'étais jeune psychologue et Judith partait sur France Alzheimer. Elle m'a laissé son poste en me demandant si j'y connaissais quelque chose. Évidemment, je n'allais pas dire non. Mais la vérité, il y a 20 ans, j'y connaissais pas autant que ça. Maintenant, je peux l'avouer. Et j'ai été vraiment submergé. C'était vraiment l'hôpital Chardon-Lagache, qui est un hôpital où il y avait, on pourrait dire maintenant, des UVP en géant. Enfin, il y a 100 personnes qui étaient désorientées, qui déambulaient. Et c'est vrai que la première fois que je suis rentré là-dedans, j'ai vu ces gens qui ne parlaient pas ou qui parlaient bizarrement, qui avaient des angoisses. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Heureusement, Judith m'avait laissé un planning. Et j'avais tout mon planning qui était fait. Et en particulier, il y avait le groupe de parole à l'hôpital de jour, le mardi matin, que je devais faire. Et donc, moi, j'étais arrivé, jeune psychologue, pour faire le groupe de parole. Et donc, vraiment élevé à la psychanalyse en plus. Donc, j'étais vraiment centré sur la souffrance, sur l'expression du vécu, la liaison de cette souffrance et de la maladie avec la vie. Et c'est vrai que la première personne à qui je pose la question me dit « mais moi je m'en fous, j'ai la maladie d'Alzheimer, mon père l'avait, donc c'est cohérent ». Et il me dit ça. La deuxième me dit « vous êtes marié, monsieur ?» Et donc là, vraiment psychologue à l'ancienne, enfin à l'ancienne, dans ce cadre-là, on m'avait dit, on dit pas, on parle pas de soi, on ne doit pas parler de soi. Et donc je continue, le monsieur me dit, bon, moi j'étais directeur de Banque de France, il me racontait toutes les banques de France, et cette dame me disait, mais vous monsieur, vous êtes marié, vous avez des enfants. Et là j'avais l'impression de devenir un peu dingue. Et elle me dit, il va falloir faire quelque chose, on va pas pouvoir continuer de cette manière. Et au bout d'un moment, j'ai dit à cette dame, oui, je suis marié. Elle me fait, ah ben c'est très bien. Et ce monsieur, j'ai cessé de lui parler de la maladie d'Alzheimer pour parler d'autre chose, et essayer d'explorer un petit peu plus sa vie, comme il parlait des banques de France qu'il avait dirigées. On avance comme ça, à droite, à gauche, et ça a fini. Au bout d'un moment, on a été ensemble au musée. Il y avait une exposition, comment on appelle ça? L'Institut du monde, oui, me regarde pas comme ça, Judith, ça fait peur. L'Institut du monde arabe sur le Liban, et c'était fascinant parce que les gens étaient vraiment très contents d'aller se balader là-bas. Et la dame qui me demandait si j'avais des enfants avait amené un livre sur le Liban parce qu'elle connaissait bien le Liban et me l'avait offert. Juste pour dire que ça m'a toujours fait penser à la position de professionnel et qu'est-ce que c'est que d'être professionnel dans le cadre de la maladie d'Alzheimer lorsqu'il n'y a pas simplement un fait psychique, autant être psychologue dans son cabinet, je sais ce que c'est d'attendre quelqu'un qui va avoir une demande et de travailler dessus, mais lorsqu'il n'y a pas que ce fait psychique, mais il y a le fait neurologique qui va prendre parfois le dessus et qui va nécessiter une toute autre approche et qui ne sera pas une approche entre guillemets dite thérapeutique dans le sens classique. Et c'est vrai qu'après, j'en ai souvent parlé ici, je trouve qu'il est vraiment important que tous les professionnels se posent la question de leur place, de leur rôle et de leur modalité d'action, justement pour que les personnes ne deviennent pas des objets mais restent des sujets. Mais c'est compliqué, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais pourtant ça me paraît véritablement central. Et tout ça, ça veut aussi dire qu'on doit casser certaines représentations sur le parcours, sur ce qui est attendu. Enfin là j'associe sur toute la vague du thérapeutique. On a tellement de choses thérapeutiques qu'il faut vraiment réfléchir dessus. Par exemple, la cuisine thérapeutique. Autant je sais ce que ça peut être un atelier thérapeutique fait par un ergothérapeute pour, je vais dire, évaluer et entretenir les fonctions praxiques, les fonctions de mémoire, les fonctions exécutives. Mais souvent on entend parler de cuisine thérapeutique, juste un moment de repas partagé, ce qui a autant de valeur d'appeler ça repas partagé en faveur du lien social et en faveur de la rencontre, qui a autant de valeur que de dire thérapeutique, on va jouer sur tel endroit.
De la même manière pour le jardin dit thérapeutique, enfin un jardin thérapeutique, je ne vois pas forcément la différence entre un jardin normal et un jardin thérapeutique, sauf l'usage que l'on va en faire si une psychomotricienne, par exemple, va travailler sur tout ce qui va être de l'ordre du sensoriel. Et c'est vrai que moi, maintenant, j'essaye d'insister beaucoup sur le cadre dans lequel on intervient, le métier qu'on doit changer, hein, enfin la représentation des métiers qu'on doit changer, et surtout de comment on va réussir à favoriser la relation et comment on va favoriser aussi la rencontre avec l'autre aussi pour que l'autre qui se perd par sa mémoire défaillante et son langage qui fonctionne mal puisse aussi se retrouver, puisse se rétablir, hein, c'était ça le sens, et se reconstruire. Et je trouve que c'est des positionnements qui sont un peu nouveaux hein, et qui doivent faire appel à la non-action. Enfin, là, on parle d'éthique, mais le fait de ne pas forcément proposer quelque chose, mais de se rendre disponible et d'être finalement de favoriser cette relation. Toujours quelques exemples cliniques. J'étais appelé dernièrement dans une maison de retraite qui, pour son UVP, qui fonctionnait mal. Enfin, il n'y avait pas de vie, ça prenait pas. Il y avait des gens formés, hein, ils avaient fait une formation d'ASG, donc ils avaient une formation théorique assez forte, mais ça marchait pas. Et j'ai vécu des moments fabuleux, hein, parce que je suis arrivé là-dedans, c'est vrai que ça marchait pas. Hein. Il y avait la télé qui était forte, des gens qui étaient dans une espèce de salon et qui se parlaient pas et qui développaient évidemment des troubles du comportement. Il se passait pas grand-chose. Et moi, ma première approche est souvent de m'asseoir avec les gens hein, et de voir le temps qui passe finalement, d'essayer de trouver des discussions hein, et de poser des questions. Et petit à petit, il y avait un monsieur qui était vraiment très, très aphasique, qui était sur sa chaise. Et les gens me disaient, oh non, mais il ne parle pas, lui, il ne parle pas. Bah, lui, il ne parlait pas. C'était de ceux qui ne parlent pas. Et au bout d'un moment, j'entends ce monsieur qui dit, moi, j'irais bien à la pêche à la ligne. Hein. Enfin, alors là, je peux vous dire, j'étais avec le médecin qui entend ça en disant mais la pêche à la ligne. Enfin, c'était quelque chose et on commence à parler en effet de la pêche à la ligne et ça avait ouvert quelque chose. Ça avait ouvert quelque chose chez cet homme aussi sur le regard que pouvaient avoir les gens avec. Maintenant, les soignants, quand ils s'approchaient de lui, avaient aussi ce côté pêche à la ligne et on pouvait parler, je ne sais pas si c'était la Dordogne ou ailleurs, du pays duquel il venait. Et je trouve que c'est intéressant d'ouvrir ça. Pareil, ils me disent nous, on a un souci avec un monsieur, il refuse de sortir de sa chambre. C'était un refusant de sortir de sa chambre et c'était embêtant parce qu'à l'unité protégée, on mange tous ensemble, ce qui ne doit pas être toujours très agréable, mais bon, c'est la vie. Hein. Et donc, il fallait qu'il sorte de sa chambre. Alors là, j'avais un enjeu quand même. Hein. C'était, vous qui êtes si malin, monsieur, allez le faire sortir de votre chambre. Hein. Et c'était bon. Et donc là, je vais voir cet homme, et c'était un homme qui déambulait dans sa chambre, qui avait l'air tout à fait sympathique, et qui déambulait, qui m'accueille vraiment avec plaisir. Je n'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, hein, mais vraiment. Il y avait des troubles phasiques qui étaient vraiment majeurs, mais notre relation était bonne. Enfin, je veux dire, il se passait quelque chose, il me parlait, vraiment, je ne comprenais pas, mais je lui donnais de la reconnaissance. Enfin, j'essayais de m'accrocher à des petits mots, j'essayais de m'accrocher à sa posture. Je me suis vite aperçu que c'était quelqu'un qui aimait diriger, qui aimait avoir l'emprise sur les choses. Et au bout d'un moment, élégamment, je lui présente, je lui dis mais est-ce que vous accepteriez de me suivre dans le salon? Il me dit allons-y. Hein. Et il me suit de cette manière totalement directe. Ce qui était très bien pour moi, hein, parce que c'est quand même mon gagne-pain. Il fallait bien que je montre que je pouvais apporter des solutions aux gens. Mais c'est ça qui est amusant. Après, c'est dans ces instants présents, déjà le plaisir à travailler avec des personnes comme ça, hein, et le plaisir à découvrir et à redécouvrir des choses qui sont perdues. Hein. Dans cette même unité, il y avait un monsieur, la seule chose qu'on m'avait dit, il est du Puy. Ça aide. Donc moi, j'en appelle à mes vieux souvenirs. Encore une fois, je me dis, le Puy-en-Velay, c'est sans doute la Haute-Loire, hein, les lentilles du Puy. Hein. Et ça tombait bien parce que le monsieur était d'une usine de production. Enfin, sa famille produisait des lentilles du Puy. Je tombais juste. Hein, il aurait pu être bouché. Et donc on commence à parler là-dessus et cet homme était fascinant parce que il voulait tout le temps partir. Il disait on y va là, vous m'amenez, on y va. Il était tout le temps devant l'ascenseur et d'une manière un peu anxieuse. Et je suis passé, je pense, 10 fois dans cette unité. Alors déjà pour casser l'idée qu'il n'y a pas de mémoire, quand j'arrivais, il me fait te voilà. Donc ça veut bien dire qu'il me reconnaît. Hein. Et il avait toujours des demandes qui étaient totalement farfelues, enfin qui étaient justes. Un jour il me dit t'as pas 300 €? Et je lui dis, non, je peux pas vous donner 300 €. Il me dit, ce serait 300 000 francs. Je comprends que ça te gêne, mais 300 € quand même. Quand même.
Comme quoi il avait du jugement. et j'avais beau lui dire, mais écoutez, déjà j'ai pas 300 €, il voulait en faire quoi? Il dit, bah, écoute, je vais pas dire tout ce que je dois faire de mon argent. Il avait raison, c'était pas juste à la bonne personne qu'il s'adressait. Et donc je lui disais, mais votre fils va venir, vous pourrez lui demander. Et cet homme, il était fascinant parce que il y avait que la relation qui l'intéressait. Donc il demandait ça, il partait, il revenait, il avait exactement la même demande ou une autre demande. Et il était persécutant. Je peux vous dire que dans une équipe, c'est le genre de bonhomme qui revenait tout le temps, mais c'était lui. Et de la même manière, il voulait tout le temps sortir. À partir du moment où les soignants le descendaient en bas, à l'accueil, les soignants étaient désemparés, ils disaient bah oui, mais on le descend, il veut remonter. Parce que dès qu'il était en bas, ils disaient qu'est-ce qu'on fait là, on peut remonter. Et ce moment présent, je trouve ça intéressant. Parce que oui, il était vraiment dans cette relation, lui, dans cette quête de relation à chaque instant. Alors pas forcément dans le futur, mais avec plein d'éléments du présent. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Et quand on a pris ce tempo-là, quand on a abandonné cette idée de se dire mais qu'est-ce qu'il a comme symptômes et comment je vais traiter les symptômes et qu'on a favorisé la relation, on en arrive à des vrais échanges qui permettent aussi au sujet de se reconstruire, de se retrouver, de se reconnaître. Et là, je finirai sur ces exemples cliniques par un autre. Le monsieur qui ne voulait pas sortir de sa chambre, finalement, il faisait du tennis. J'ai appris qu'il faisait du tennis, mais qu'il était classé. Donc, et pendant très longtemps. Donc lui, c'était pas de la blague, le tennis. Et quand on parlait de ça, il s'éveillait, il commençait vraiment à prendre de l'ampleur, il commençait vraiment à retrouver une bonne estime de lui. Et ça marchait très bien. Et je trouve ça amusant parce que j'avais, en même temps, dans les groupes d'expression que je faisais pour la Fondation Médéric, sur un accueil de jour, j'avais un monsieur qui, lui, quand on lui demandait comment ça va, il faisait « Oh bah alors, tant que je joue au tennis et au golf, il n'y a pas de souci, ça va ». Et quand je voyais le monsieur, je savais pertinemment qu'il ne jouait plus au tennis et au golf depuis longtemps. Et tout tournait autour de ça. Vraiment et à chaque fois qu'on lui posait une question, on dit oh, bah, tant qu'on joue au tennis et au golf, vraiment, il n'y a pas de problème. Et un jour, et c'est là la surprise entre le premier qui avait oublié qu'il jouait au tennis et quand on lui redonne l'idée, ça le fait revivre, lui, il entend une femme qui dit « Ah, vraiment, les psychologues, écoutez bien, vraiment, les psychologues, ça fait du bien et c'est important de pouvoir mettre de l'ordre dans sa tête avec quelqu'un qui vient nous aider. » Et je vois ce bonhomme qui est à côté de moi, il fait « Ah bah ça c'est bien vrai ». Et là j'étais surpris parce qu'il était quand même assez froid. Et je dis « Mais vous connaissez les psychologues ?» Il fait « Bah quand on est dépressif, il vaut mieux les connaître ». Et je trouve que c'était intéressant, lui, dans ses défenses qu'il utilisait. Alors le tennis et le golf, tant que ça va, ça va. Et finalement, on avait là une vraie défense par rapport à quelque chose qui était de l'ordre du psychique. J'espère que je suis clair parce que oui, ça va. Je finirai sur... J'ai déjà dit je finirai, mais j'oublie. Je finirai vraiment sur une autre histoire que j'ai peut-être déjà racontée à certains, mais qui m'a marqué un jour à l'hôpital. Une femme, la fille d'une patiente, arrive et elle me dit « Ah, monsieur Noël, vous tombez bien ». J'étais vraiment de sale humeur et pas dans une relation excellente avec cette femme. Et je me disais « Pourquoi je tombe bien là ? Où est le piège ?» Et elle me dit « Écoutez, tata Janine est morte ». Je dis ah, j'en suis ravi de l'apprendre. Et elle me fait « Vous êtes d'accord, on ne le dit pas à maman ». Alors là, je suis obligé de reprendre ma vertu professionnelle en disant si, il faut quand même qu'on le dise à votre mère. Et sa mère était une femme malade à corps de Lévy, dite très avancée dans la maladie, donc je voyais déambuler qui n'était pas commode, qui regardait un peu suspicieusement, avec qui on n'avait pas beaucoup d'échanges. Et donc on va chercher cette femme qui, rentrant dans le bureau du psychologue, fait « Oh là là, c'est grave ». Elle avait bien perçu le côté grave de la chose. Et moi, j'avais promis à cette fille que j'allais l'aider à dire les choses. Donc je dis « Mais je crois que votre fille a quelque chose de douloureux à vous annoncer ». Et en effet, la fille dit « Écoute, maman, ta sœur Janine est morte ». Et là, la vieille dame que j'avais très peu entendu parler commence à lui dire « Ah bah ça m'étonne pas, avec tout ce qui est picolé, ça devait bien arriver ». Et c'est fascinant parce que j'avais jamais même pensé que cette femme puisse avoir un avis sur ces choses-là. Et donc voilà, ça commence à m'amuser, ça commence à me distraire. Je dis ah bon, elle picolait, elle me dit ah bah oui, oh là là. Et là, elle me parle avec justesse de toute la vie d'une sœur qui a essayé de faire sortir sa sœur de l'alcool et la souffrance que c'était, mais aussi toute l'élaboration qu'il y avait pu y avoir en disant de toute manière, on n'arrivera à rien. Et c'est ce qui est fascinant dans se reconstruire et se rétablir. Au bout d'un moment, la mère dit à sa fille bon bah c'est quand l'enterrement ? Et là, la fille se décompose parce que l'enterrement venait de se passer. Elle sortait de l'enterrement. Donc là, encore une fois, je reprends mon rôle de psychologue. Je dis, je crois que votre fille a quelque chose à vous annoncer de délicat.
il semblerait que, pris par les événements, l'enterrement se soit déjà passé. Et là, cette mère engueule sa fille, comme on doit engueuler une fille qui fait une bêtise de cet ordre, en disant « Mais t'as pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça aux gens, c'est quand même important pour moi. » Et commence à lui dérouler l'action. Donc la fille étant confite, je l'aide et je lui dis « Mais rassurez-vous, dès demain, elle vous amènera sur la tombe. » Ce qui m'a valu le regard noir de la fille qui n'avait pas du tout envie. Mais les remerciements de cette patiente. Juste pour dire, on a des fois l'impression que la relation n'est pas là, que les gens sont entièrement perdus à eux-mêmes, mais d'autant plus qu'on ne sait pas comment rentrer avec. Si on parle d'un patient en disant il est agressif, sans aller voir derrière qui il est et qu'est-ce qu'il, enfin sur les c'est exister, eh ben on n'aura jamais ces rencontres. Si on se cache derrière des mots savants, si on se cache derrière un savoir que l'on pense avoir sur l'autre, on n'aura jamais cette rencontre. Par contre, dès qu'on arrive aussi à se décentrer soi-même et aller vers ces relations plus authentiques et plus honnêtes, eh ben on peut aussi trouver ces ouvertures qui permettent déjà une vie collective meilleure, une prise en soin bonne et de diminuer des souffrances et surtout ce retrait qui peut exister dans beaucoup d'unités. Là, c'est fini. Merci. Quand je disais que c'était le sage tout à l'heure, en voyant le totem comme ça à côté de toi, je disais c'est l'arbre des palabres. On se croirait en Afrique et on entend le sage qui est le griot en quelque sorte et qui nous raconte ces histoires qui sont des anecdotes vivantes et très sensibles. Je vous incite demain matin d'ailleurs, parce que ça sera très dans son prolongement, d'écouter l'intervention de Véronique Lefebvre-Desnouettes, puisqu'elle parle des petites perceptions, d'une certaine manière de l'éthique des petites perceptions. Et je crois qu'à travers les interventions des uns et des autres, mais c'était aussi tout à l'heure dans les précédentes interventions, je crois que l'éthique, c'est effectivement l'art d'être attentif à ces petites perceptions. Elles sont tellement essentielles que la société, et chacun d'entre nous, parfois les évite ou n'est plus capable de les saisir dans leur intensité. C'est pour ça qu'il y avait le côté humoriste dans ce que tu restituais, puisque tu es un personnage, j'allais dire, à la Rému. Mais indépendamment de ça, je dirais qu'il y a toute cette sensibilité à ces expériences de vie, à ces histoires individuelles que tu restitues et qui, de ce sens-là, prennent place en quelque sorte dans notre conscience, dans notre présent aussi, dans notre éternité. Alors je vais donner la parole à Jean-Bernard Pau pour conclure cette petite présentation, en disant aussi, même si on a des psychologues qui vous feront un soutien psychologique, si vous êtes déjà stressé de ne pas avoir pu intervenir, parce que j'imagine que vous êtes tentés les unes et les autres déjà de réagir par rapport à tout ça, les intervenants que vous avez entendus depuis ce matin seront dans les différents forums cet après-midi. Je dirai un mot dans un instant. Je vous donne la parole. Oui, je voudrais continuer sur ce que vous aviez dit en disant que nous, malades, nous avons tous notre jardin au sens voltairien du terme et aidez-nous à le cultiver. Merci. Et je voulais également vous dire, à vous qui êtes professionnels de santé, que nous avons conscience, nous les malades, qu'on vous en demande de plus en plus, avec de moins en moins de ressources, et que, au sens de l'éthique, vous revenez aux sources de l'éthique proprement dite, qui remontent, puisque votre profession s'apparente maintenant plus à des métiers de vocation et devient un sacerdoce, et que l'éthique, pour vous, ça devient une véritable foi. Et ceci, sachez que les malades en sont conscients et qu'ils ont un grand merci à vous dire à tous, parce que les métiers de vocation, ça devient de plus en plus rare. Ceci dit, pour en terminer avec l'éthique, j'ai passé un très mauvais été à savoir ce que c'était que l'éthique, la déontologie, la morale, les valeurs, la religion, tout ça. Vous savez que si vous voulez vous inscrire à une formation à l'espace éthique, on a DU, master, doctorat, on est prêt à vous inviter. Non, j'ai 73 ans maintenant. Vous ne savez pas qu'on a une étudiante qui était plus âgée que vous, et vous avez votre place, et qui a apporté énormément au niveau de la réflexion. C'était une infirmière qui avait fait sa vie, je dis juste pour parenthèse, à Bicêtre, à l'hôpital de Bicêtre. Et elle nous avait dit qu'il y a encore 25 ans, on lavait les personnes âgées à Bicêtre au jet d'eau. Et elle a fait son
son mémoire. On se rappelle, on était tous émus sur ce sujet-là. Mais dans les jets d'eau au niveau des balnéothérapies et autres, c'est aussi très agréable. Ça peut être très agréable. À Biarritz. Bon, donc, je voudrais parler d'éthique et de qualité. Parce que pour moi, une éthique de qualité, c'est une éthique qui boucle. Donc, elle doit s'appliquer non seulement pour le personnel soignant, mais pourquoi pas demander aux malades d'avoir une éthique et d'introduire ces notions dans l'éducation ou la formation thérapeutique. Pour moi, quelques réflexions sur l'éthique du malade et quelques convictions, c'est que je suis un sujet partenaire de l'équipe traitante et non l'objet de sa sollicitude. L'amour de l'aidant transcende, l'empathie dynamise, la sollicitude étouffe. Aider les autres, c'est s'aider soi-même. On peut toujours améliorer. L'estime des autres commence par l'estime de soi. La connaissance est la mère de la tolérance. Donc, diffusons la connaissance sur ces maladies neurodégénératives ou neuroévolutives plutôt, pour pouvoir bénéficier d'une évolution du regard. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et là, les associations comme France Parkinson, France Alzheimer peuvent avoir leur rôle à côté des médecins et des chercheurs pour être leur conscience. Et donc, pour boucler sur la qualité de l'éthique, pourquoi pas, au-delà de l'équipe des malades et de ses aidants, une éthique pour la santé publique. Merci.